Bonjour à toutes et à tous, et puis bonjour aussi à ceux qui nous regardent par vidéoconférence. Et puis je pense spécialement au Cambodge, où je sais que justement quelques personnes du centre service et aussi de l'AFD sont en train de nous regarder. Donc pour commencer, donc, moi je vais vous parler du Cambodge, alors de l'expérience du GRET et également du SEDAC, puisque le GRET, quand il a travaillé au Cambodge dans le secteur de l'irrigation, a beaucoup travaillé avec une ONG cambodgienne qui s'appelle le SEDAC. Je pense notamment au projet de réhabilitation des polders de Prenop, ou aussi à Stung-Chinit, à la revue qui avait été faite sur le secteur de l'irrigation. Et puis tout ça avait mené à la création, l'émergence d'un nouvel acteur en fait, qui est le Centre de services pour irrigants, dont vous voyez le sigle en haut à droite. Donc ce qui était un peu, on va dire, différent dans le cadre du projet Aziri par rapport au Mali et en Haïti, c'est qu'au Cambodge, il n'y avait aucun centre de service qui était en place au début du projet. Donc là, ce que je vais un peu reprendre les expériences du GRET et du SEDAC qui expliquent un peu leur réflexion pour la mise en place, en fait, de ce nouvel acteur. Donc, je suppose que tout le monde situe bien le Cambodge en Asie du Sud-Est, qui est dans les frontières avec la Thaïlande, le Laos, encore le Vietnam. Cambodge, donc, caractérisé par notamment le Mékong, qui est quand même un fleuve important dans le pays, et puis aussi surtout le Tonle Sap, donc le lac Tonle Sap. Alors, pour revenir un peu sur le secteur de l'irrigation au Cambodge, si on prend quelques dates, pour être très rigoureux, j'aurais dû commencer par l'Empire d'Angkor, mais bon, j'ai 20 minutes de présentation, donc je me contenterai de revenir au siècle précédent. Si on reprend un peu à partir des années 30, on a quelques petites expériences de riziculture irriguée qui se mettent en place, notamment par en fait de l'expansion de crues par drainage. Donc on a des petits barrages, notamment des déviations de rivières. Après, au Cambodge, on va avoir une période des années 50 à 90 qui sont plutôt des périodes de crise, où on va d'abord, dans un premier temps, notamment après l'indépendance, avoir vraiment une consolidation donc des petits systèmes qui s'étaient mis en place avant, des digues, des retenues, et puis une grande caractéristique aussi pendant ces années-là, qui est sur le régime mer, où en fait de nombreux aménagements vont voir le jour, au détriment d'ailleurs de pas mal de vie humaine. À un tel point qu'en fait dans les années 90, on dira que 70% des aménagements du Cambodge en fait viennent de cette période-là, donc de 75 à 79. Suite à cette période-là, dans les années 90, donc en 91 on a les accords de paix, et puis donc on va avoir une période vraiment d'urgence, post-urgence, et puis vraiment une phase de reconstruction suivie de développement, où là le gouvernement cambodgien en fait va faire appel aussi aux bailleurs internationaux pour la reconstruction du pays. Et donc, un peu suite à la situation où il se trouve après toutes ces années de crise, il y a vraiment un objectif d'améliorer la sécurité alimentaire, lutter contre la pauvreté. Et à ce moment-là, le secteur d'irrigation est vraiment vu comme une priorité. Alors juste quelques chiffres qu'on peut trouver à la fin des années 90. Bon, d'abord, il faut savoir qu'à ce moment-là, on a plus ou moins 1% des ressources en eau du Cambodge qui sont utilisées pour l'irrigation, qui sont utilisées, dont plus ou moins 80% sont pour l'irrigation. On a 90% des surfaces agricoles qui sont en fait destinées à la production rizicole. Dans les aménagements hydrauliques, on a plus ou moins 20%, ça concerne plus ou moins 20% des terres, et on a des systèmes très variés qui vont des polders aux réservoirs, on a du pompage aussi, des barrages et des prèques. Alors, suite justement à cette volonté, cette priorité qui est mise sur le secteur de l'irrigation, ce qui va se passer en 98 est la création du ministère des Ressources en eau et de la météorologie. Alors, ce ministère, qui est donc à ce moment-là tout jeune, qui est appuyé par des bailleurs, dont notamment l'AFD, va dans les
l'année qui suit, et puis oui, l'année qui suit, je pensais que c'était 2 ans après, désolé. Donc émettre sa fameuse circulaire numéro 1, dont tout le monde entend parler au Cambodge, qui est en fait une politique de gestion durable des systèmes d'irrigation. Alors, cette politique, elle est basée vraiment sur les politiques, la politique de gestion participative de l'irrigation, les politiques de transfert de gestion qui sont, comment je dirais, prônées notamment par la Banque mondiale à cette époque-là, et qui vont vraiment vouloir donc mettre tout ce qui est investissement, maintenance, exploitation des services irrigués, de vouloir le transférer à des comités d'usagers d'eau, enfin qui en l'occurrence au Cambodge s'appelleront les FOUC, dont je vais vous parler donc quelques fois, qui sont donc les Farmer Water User Community. Et donc le but de cette politique est que ces comités de gestion de l'eau vont donc prendre en charge la gestion, mais vont le faire en partenariat avec l'État. Seulement, ce qui va manquer un peu dans la circulaire, c'est justement de bien expliquer ce partage de rôle, de responsabilité entre ces FOUC et entre l'État. Dans cette circulaire également, on va trouver que l'État va s'engager en fait à apporter un appui à ces FOUC, donc par un apport financier de 100% de leur budget en première année et ensuite régressif sur les 5 années qui suivent pour passer de 100% à 0%. Et également que donc dans ce partage, donc je vous parlais de rôle de responsabilité entre l'État et entre ces FOUC, il y aura aussi une responsabilité financière de l'État. Or à ce moment-là, on n'a aucun fonds spécifique, que ce soit de maintenance ou de démarrage, qui se trouve au niveau du MORAM ou d'un autre ministère au Cambodge. Donc ce qui est sûr, c'est que doté de cette politique, en fait, le ministère va pouvoir attirer pas mal de bailleurs de fonds et de nombreuses réhabilitations ou de nouvelles constructions, en fait, de nouveaux périmètres irrigués vont voir le jour. Alors, si on prend un peu la situation 2000-2010, qu'est-ce qu'on voit? Qu'en fait, on a plus de 2500 infrastructures qui seront enregistrées. Alors, des diverses études vont montrer qu'il y a eu quand même jusqu'à 300 FOUC qui seront enregistrés donc au niveau du ministère des Ressources en eau, mais dont très peu en fait fonctionnent réellement. Alors, quand on parle de fonctionner réellement, donc ici on va reprendre un peu notion d'opération et de maintenance de ces périmètres irrigués. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? En fait, ces FOUC qu'on a mis en place, eh bien, dans la pratique, l'appui qu'on leur donne, c'est d'élaborer leur statut. Et puis, ça se limite à ça. Donc, il n'y a pas un accompagnement qui est adapté, il n'y a pas d'appui qui est prévu pour ces institutions. Et donc, comme je le disais, comme ça a été dit aussi avant, il n'y a aucun accompagnement, en fait, dans le temps, dans la pratique de ces FOUC. Donc, voilà. Et donc pas de fonds d'entretien de démarrage. Alors face à tous ces constats-là, je voudrais d'abord juste revenir un peu sur quand on parle de l'accompagnement qui soit adapté, d'appui, qu'est-ce qu'on attend en fait vraiment de ces FOUC. Alors, pour pouvoir justement mener à bien ces activités d'opération et de maintenance, en fait, on demande aux FOUC, dans le cadre du Cambodge, de remplir les différentes fonctions qui sont la distribution de l'eau, la gestion de l'eau du partage, la maintenance des infrastructures, la collecte de la redevance, la gestion budgétaire, la gestion institutionnelle et tout ce qui est relation avec les autres acteurs du secteur. Donc on se retrouve ici face à un grand nombre de fonctions sur lesquelles en fait les FOUC ne sont pas du tout préparés et qui de plus vont demander, comme le montre la diapositive ici, des compétences qui sont des fois très variées et aussi très pointues.
Donc pourquoi on parle d'ingénierie, de design, préparation des documents, d'appel d'offres. En effet, si on est sur de l'entretien, des petites réparations, ou encore avoir, si l'on veut étendre le périmètre irrigué, eh bien c'est normalement à la charge sur la responsabilité des FOUC à mettre ça en œuvre. Donc on a parlé de gestion budgétaire, ça demande de tenir une comptabilité, suivant les statuts aussi il faut un audit financier. La comptabilité n'est pas toujours, la compétence privilégiée qu'on va retrouver au niveau des agriculteurs dans les régions. On a aussi tout un besoin en gestion de l'information, de base de données. Donc, quand on parle de base de données, c'est très bien aussi d'avoir une collecte de redevances, mais une collecte de redevances demande d'avoir une liste des membres, d'avoir aussi les surfaces de chacun, de faire une facturation, etc. Enfin, voilà. On a aussi tout ce qui est conseil juridique, et puis un autre point qui est très important sont tout ce qui est relations avec le gouvernement. Je pense notamment dans le transfert de gestion, on parle d'un partage avec l'État, mais donc quelle est la capacité des FOUC à ce moment-là de pouvoir discuter avec le MORAN pour discuter justement des responsabilités de chacun et d'obliger les deux parties à respecter leur rôle. On a vu par exemple dans certains projets qui heureusement ont eu un appui sur de longues années, de voir les rôles et responsabilités de l'État bien définis. Donc je pense notamment au polder de Prénoup où là on dira que l'État sera en charge des infrastructures primaires. Mais donc qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue technique? Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue financier? Comment est-ce qu'à ce moment-là une FOUC peut amener le MORAN, donc le ministère des Ressources en eau, à respecter ses droits? Comment cette FOUC peut demander aussi au MORAN de respecter les devoirs qu'il a envers elle, notamment en termes de formation et d'appui? Donc, ce qu'on remarque aussi, donc, c'est que suivant la taille, le budget des FOUC, toutes ces fonctions, elles pourront pas être assumées par les agriculteurs ou encore internalisées. Donc, en fait, on a des FOUC, on se dit, mais vers qui elles peuvent se tourner? Donc, on a une nouvelle FOUC, on la forme, elle a ses statuts juridiques. Pour faire fonctionner son système irrigué, comment elle va s'en sortir, vers qui se tourner? Alors on a vu que souvent au niveau de la province ou des districts, la présence n'est pas toujours, la réaction n'est pas toujours très vive que pour justement les appuyer, notamment dans tout ce qui va concerner leur organisation, leurs relations institutionnelles, où là, du niveau de la province et des districts, il y aura peut-être plutôt un appui, mais qui sera plus sur le technique que sur ce qu'on appelle en gros le soft ou tout le côté organisationnel. Donc suite en fait à ce constat, le CEDAC avec le GRET et sous financement de l'AFD, avec une réflexion qui venait aussi d'un travail qui était engagé donc avec eux, on va tester en fait un nouvel acteur qui sera le centre de service pour irrigants. Et donc le projet va vraiment viser à premièrement tester sa pertinence. Est-ce que en mettant ce nouvel acteur dans le contexte du Cambodge, il va vraiment pouvoir répondre en fait aux besoins des FOUC? Est-ce qu'il va vraiment pouvoir les renforcer? Et on le verra par après aussi, est-ce que les FOUC pourront à ce moment-là aussi pouvoir monter au créneau vis-à-vis de leur ministère de tutelle pour revendiquer certaines choses auxquelles ils n'ont pas droit ou pour pouvoir faire des propositions par rapport au transfert de gestion qui est mis en place. Donc un centre de service donc sera créé via le projet Aziri, et donc ce centre de service aura pour but de répondre à des besoins spécifiques des FOUC, parce qu'en fait on a des FOUC qui sont vraiment à des stades de développement ou de maîtrise, de maturation qui sont différents.
Et ce se fera par des services contractuels payants à un coût subsidié ou non. Donc, par exemple, on va avoir une fougue qui, à ce moment-là, va se tourner vers le centre de service. Et donc, le centre de service, avec cette fougue, vont discuter des besoins qu'elle a et vont déterminer ensemble le service qu'elles vont demander au centre. Ensuite, ce service va faire l'objet d'un contrat. Et donc, une fois le contrat terminé, il y aura une évaluation participative de la part du centre de service comme de la part de la fougue sur ce qui a été accompli et de leur contentement ou non de ce service. Le centre aussi a comme caractéristique d'avoir une équipe locale qui vient en fait qui provient en fait des projets antérieurs qui ont été menés par le GRET et le CEDAC, donc d'une équipe qui a travaillé notamment sur Stonkshinit ou encore sur Prénic dans une moindre mesure. Donc ce centre de service, en fait, il va tester différents services que je citerai un peu plus loin, assez rapidement. Et donc, il va être créé, avoir des statuts, juridiques, légaux à la fin du projet, en décembre 2011. Et donc, on va avoir une assemblée générale qui sera constituée d'une part de salariés, de représentation de fougue, d'une représentation d'une fédération Waternet, qui est en fait une fédération des fougues, qui était en fait une fédération qui était déjà en place au moment où le centre de service d'irrigation s'est mis en place, mais qui vivotait et qui donc le centre de service l'a vraiment renforcé. Donc dans le but justement qu'elles puissent avoir des échanges entre elles, se renforcer entre elles et puis aussi être le porte-parole en fait des fougues au niveau de leur ministère de tutelle. Aussi donc d'ONG d'experts, donc un comité administratif un bureau qui reprend un représentant de ces différents collèges, donc des 5 dont je viens vous parler, et qui compte aussi un comité de conseil. Donc voilà, ça c'est pour le centre de service, comment est-ce qu'il a été constitué. Donc juste pour reprendre rapidement les différents services donc qui ont été mis en place, testés pendant la période du projet. On a tout ce qui est renforcement organisationnel et institutionnel. Donc juste pour vous expliquer que dans les statuts de cette fameuse circulaire 1, en fait, il y a des statuts qui sont très définis, dans lesquels on explique, votre organisation des fougues, elle doit être comme ça. Dans votre bureau, vous devez avoir telle personne, les rôles et responsabilités de chacun déjà prédéfinis. Les élections, elles vont se dérouler de telle façon. Et donc là, le but est de voir aussi vraiment avec chacune des fougues, de retravailler en fait sur le rôle et responsabilités de chacun et donc de ne pas se cantonner à quelque chose de rigide, de figé, mais que chacun puisse réfléchir réellement à ce qui lui semble pertinent à prendre comme rôle, responsabilité au sein de l'organisation. Il y aura aussi tout un service sur la gestion de l'eau, l'amélioration des infrastructures, la planification de la maintenance, la création et la gestion de bases de données, la collecte de la relevance, la gestion financière, la coordination entre les différents acteurs et également tout un outil sur l'évaluation participative de la gestion des fougues. Ok, donc je continue. Donc ici, c'est juste pour reprendre un peu sur en fait, c'est pas la création, mais plutôt la réactivation du format Waternet, donc qui reprend une fédération de 12 fougues dans 8 provinces. Donc comme je vous disais, dont le but est vraiment l'échange entre responsables paysans, formation, construction. Et en fait, le secrétariat de cette fédération a été laissé au centre de service. Donc juste pour revenir un peu sur le bilan de ce centre de service, donc quand même pour rappeler que ce centre de service était un acteur donc on a fait émerger pour justement permettre de renforcer ces fougues à qui on a délégué toute cette gestion des périmètres irrigués. C'est que quand même on a un centre de service qui a un statut légal, une équipe locale expérimentée, des services contractuels à la demande,
des coûts de service inférieurs à l'expertise de haut niveau, une représentation paysanne. Tout ça est en ligne avec les politiques gouvernementales et le centre de service aussi a permis de développer des liens avec les communes et notamment de travailler avec elles sur leur plan de développement communal dans lequel avant l'irrigation était rarement prise en compte. Mais force est de constater aussi que en fait très peu de FOUC actives et donc avec des ressources financières, donc que pour faire fonctionner ce centre de service. Un autofinancement à travers le paiement de services qui est donc assez limité, même si après par la suite le centre de service sera aussi sollicité par d'autres bailleurs pour mettre en place ou pour créer des FOUC dans d'autres provinces du Cambodge. Des nombreuses infrastructures qui sont pas opérationnelles après la réhabilitation, donc ce qui est un peu embêtant pour le centre de service qui donc s'il doit renforcer des FOUC qui juste après une réhabilitation n'ont pas un système d'irrigation qui fonctionne bien. Voilà, ça complique tout de suite la chose. Et puis des agences de l'État qui aujourd'hui considèrent un peu le centre de service comme un concurrent. Mais donc les perspectives pour ce centre de service étaient donc évidemment d'étendre le nombre de FOUC, d'améliorer la qualité de ces services et leur efficience, vu que le centre de service en fait s'est fait sur 3 ans, donc c'est sûr qu'après 3 ans il pouvait encore améliorer en performance, et puis surtout de renforcer sa durabilité, que ce soit d'un point de vue financier ou institutionnel, et voir à créer aussi d'autres services agricoles et à destination d'autres types d'OP. Alors, je voulais juste vous dire que le centre de service aujourd'hui, il continue à fonctionner, qu'il continue à apporter des services aux FOUC pour lesquels il a apporté des services depuis le début du projet et aussi à la fédération, qu'il développe des services dans des autres FOUC, qu'il est sollicité aussi par d'autres projets et qu'il a aussi travaillé sur les groupes de vente de paddy. Donc on voit qu'à ce moment-là, il a commencé aussi à se diversifier. Et juste pour terminer, un petit point juste sur cette politique, cette fameuse circulaire 1, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? C'est qu'il y a eu la création d'un fonds de maintenance, donc qui se trouve logé au niveau du ministère des Finances. C'est quand même un énorme pas en avant. Et que sur la recommandation qu'on peut faire à ce jour, ce serait d'avoir évidemment plus de flexibilité concernant les statuts des associations. Enfin, je pense que ça a déjà été discuté ce matin dans les différentes présentations. On n'a pas resté sur un modèle figé, mais bien que chaque organisation, chaque association puisse discuter de son organisation et de ses règles internes. De formaliser le partage des rôles et des responsabilités entre l'État et les FOUC, qui se font surtout maintenant sous l'impulsion des bailleurs, mais que ce partage en fait des rôles et des responsabilités devrait vraiment être systématique, et puis de mettre en place aussi le fonds de démarrage, donc qui permet aux FOUC d'avoir un apport de l'État sur leur budget de fonctionnement les premières années, et puis qui est dégressif. Et donc je vous remercie de votre attention.